Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, bon, eh ben, allons-y. Alors, le sujet, donc, il y en a au moins deux qui étaient là, trois qui étaient là ce midi. Euh, donc, on va enchaîner sur quelque chose qui est différent par rapport au webinaire de ce midi. Donc, c'est l'autre série, en fait. Genre, ce soir, c'est la série inspirante. Euh, Le sujet aujourd'hui s'appelle nos paradoxes intérieurs et en fait, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Je l'avais écrit un petit peu, mais je vais bien sûr élaborer et vous expliquer un petit peu ma théorie et aussi ce à quoi elle m'a amené professionnellement et au sein de Epipine. Donc en fait, j'ai constaté, ça c'était la première chose, j'ai constaté que il y avait un gap énorme entre mon monde intérieur et mon monde extérieur. Pour en avoir discuté avec énormément de neuroatypiques, je sais à quel point c'est vrai pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, ce sujet-là m'a paru pertinent pour cette raison-là. On vit à l'extérieur des choses en fait, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on aurait envie de vivre intérieurement. Ça, c'est une chose. Avec notre monde intérieur aussi, qui est très très riche. On est connu pour avoir un monde intérieur extrêmement riche et qu'on a du mal à partager avec les autres. Euh, c'est probablement une des raisons pour lesquelles on a un cercle de proches et de restreints, d'amis proches qui est assez restreint, puisqu'en fait, il y a relativement peu de personnes qu'on laisse entrer dans notre monde intérieur. Euh, on a peur qu'ils ne soient pas compris, on a peur qu'ils soient jugés, critiqués, etc. Et pour autant, il est pour nous quasiment plus réel que le monde extérieur, en fait, et on a hâte d'y retourner le soir ou après un événement, etc. Donc, ça pour moi, c'est quelque chose qui relie tous nos. C'est une idée en fait un petit peu récurrente qui relie en tout cas beaucoup de nos paradoxes intérieurs. Euh, et je vais vous expliquer mon raisonnement. En fait, la première fois que je me le suis verbalisé, c'était quand j'ai commencé il y a 4 ou 5 ans à étudier les différents tests qui existent sur le marché. Quand on a commencé à parler de Epipine avec mon associé, etc. Et que je me suis dit, bon, il faut changer la façon dont les gens sont recrutés dans les entreprises parce que ne serait-ce que quand on répond à un test psychotechnique ou un test de personnalité ou de recrutement, à chaque question, il y a au moins deux réponses possibles. Euh, Surtout si c'est un test psychotechnique, effectivement, où on nous demande notre réaction théorique dans certaines situations, on a envie de dire, ouais, ben, intérieurement, en fait, j'aurais réagi comme si, mais ce que j'aurais montré à l'extérieur, ça aurait été comme ça. Donc déjà là, il y a un paradoxe. Donc euh, c'est pour ça que certains tests méritent d'avoir deux niveaux de réponse, même probablement tous, mais bon, en tout cas certains. Et pardon, excusez-moi. Mais il en va de même pour d'autres choses dans notre vie en fait. Quand on nous définit ou quand on se définit, on se dit, mais en fait, ouais, je pourrais dire que je suis, par exemple, réservée. Enfin bon, quand je suis dans ma zone de passion, par exemple, je suis pas réservée du tout. Pour moi, c'est très vrai. Dès que je suis en train de parler de mes sujets de passion, j'oublie la timidité et je suis complètement dans mon élément. Je peux parler pendant des heures, etc. Par contre, vous me mettez dans une soirée de réseautage, un cocktail où je connais peu de monde, ah ouais, je suis extrêmement réservée, c'est pas du tout la même personne. Donc ça fait partie de nos paradoxes. Et ces paradoxes-là, en partie, celui-là, en fait, et tous ceux qui en découlent, ont été formés, à mon sens, parce que on a appris à se suradapter, à s'adapter ou se suradapter. Sachant que s'adapter, ça peut être très bon, se suradapter, rarement très très bon, en tout cas pas pendant longtemps. Et du coup, effectivement, on a cette dualité à l'intérieur de nous. Comment est-ce que j'aurais envie de réagir
quelle aurait été ma réaction spontanée et qu'est-ce que finalement je montre à l'extérieur? Qu'est-ce que je projette à l'extérieur de moi? Donc on est plein de paradoxes et on est parfois des êtres extrêmement, pour certains, contradictoires, parce qu'ils n'arrivent pas à nous saisir à cause de cette espèce de dualité, ou de cette grande différence de façon d'être. Et c'est vrai qu'on devient très vite assez insaisissable, incompréhensible, impossible de caser, dans des cases, qui seraient confortables pour les esprits des uns et des autres. Et heureusement, entre nous, au moins ça, comme on l'a en commun, on se comprend. C'est déjà ça. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment sain? Est-ce que c'est viable? Et est-ce que c'est quelque chose qui peut nous rendre heureux? Et je pose ces questions-là vraiment avec beaucoup de précaution, bien sûr, mais aussi d'insistance quand même, puisque on dit: «Oui, bah, j'ai hâte de rentrer dans mon monde, dans mon petit monde à moi, parce que j'y suis bien». D'accord, mais on est obligé de vivre dans le monde, entre guillemets, «extérieur» et si on ne peut pas y être bien, bah, c'est un gap, c'est un contraste qui est parfois trop violent pour nous, qui n'est pas forcément porteur de bien-être au quotidien, qui parfois, au contraire, peut même être porteur de mal-être, puisqu'on n'a tellement pas envie de retourner dans ce monde extérieur. Donc au moment où je me suis formulé ça, je me suis dit: «OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment concilier les 2? Qu'est-ce qu'on peut construire comme pont entre les 2 et est-ce que c'est possible de vivre bien, hem, ce gap? Est-ce que c'est possible de rapprocher les 2 mondes de telle sorte à ne plus avoir ce gap et à bien le vivre? Ou est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est complètement, illusoire de vouloir le faire? Et finalement, tout comme pour les questions posées ce midi, je pense qu'il n'y a pas une vraie bonne réponse puisque, à mon sens, en théorie, il est tout à fait possible de réduire le gap sainement pour nous. Et ce que je veux dire par là, c'est faire en sorte que notre monde extérieur soit le plus satisfaisant possible pour nous et qu'il nous comble autant que notre monde intérieur. Ça veut dire énormément de changements dans notre environnement, ça veut dire des décisions parfois difficiles à prendre, des choix compliqués à faire, qu'on ne peut pas tous se permettre d'un coup et du coup, en pratique, c'est compliqué et c'est long. Mais en théorie, pour moi, c'est possible et c'est même souhaitable puisque pour moi, dans mon expérience, s'il y a un gap trop important entre mon monde intérieur et mon monde extérieur, je ne suis pas bien. Je ne suis pas suffisamment heureuse. J'ai besoin que et d'ailleurs, je le ressens pour ma part physiquement presque. En fait, mon corps, il m'envoie des signaux et dans tous les cas, le moral, il en prend vraiment un coup. Dès que le dimanche soir, je déprime à l'idée d'aller bosser le lundi matin, je sais qu'il faut que je change des choses dans mon monde extérieur de nouveau. Bien sûr, dans mon monde intérieur aussi, puisque parfois, il suffit, entre guillemets, de changer la façon dont on voit les choses. Mais il faut amener des changements. Pour moi, c'est un signe qu'il faut apporter des changements. Le souci, c'est qu'on a tellement été habitués, nous les neuroatypiques et beaucoup, beaucoup de personnes dans le monde généralement, on a été habitués à l'idée que, bah, tout ne peut pas être parfait, et que, bah, un peu de souffrance et que bon voilà, le monde extérieur, c'est normal que ça soit un peu la merde, c'est pas grave, quand on dit: «C'est pas grave», c'est pas que ça nous fait pas souffrir, c'est on s'y fait à cette souffrance finalement et ça, c'est quelque chose avec lequel moi je ne suis pas OK. Je ne pense pas qu'il soit possible de l'éliminer pour les autres. Je ne pense pas qu'il soit possible d'éradiquer cette souffrance, en une génération même, mais pour moi, c'est une tendance qu'on peut adopter. C'est des objectifs qu'on peut se poser en prenant conscience que non, ce n'est pas normal finalement de, d'en baver tous les matins en allant rejoindre le monde extérieur dont je fais partie et je trouve qu'on est un peu trop à s'en accommoder de cette souffrance-là
Et pour moi, c'est pas quelque chose de normal. Ça, c'est une idée que j'ai vraiment envie de faire passer aux neuroatypiques du monde entier. C'est que non, ce n'est pas normal de ne pas de considérer qu'on n'a pas la possibilité, la chance, le droit d'être bien, même dans notre monde extérieur. Donc ça, c'est un des aspects de ces paradoxes. Il y en a deux autres dont j'ai parlé dans le petit texte d'introduction. En fait, il y en a un, tous se rejoignent pour moi, hein, vraiment tous se rejoignent, mais c'est juste qu'il y a différents aspects. Pardon. L'autre aspect, un autre aspect, c'est quand on dit je sais que les choses, je sais qu'il faut faire les choses comme ça. Je sais que les choses devraient se passer comme ça. C'est-à-dire qu'on a souvent, hein, les neuroatypiques, des processus intellectuels rodés, assez puissants, cette fameuse rigueur, cette vitesse de fonctionnement, comme on disait ce midi aussi, par exemple. On est capable de tout intellectualiser, d'expliquer les choses les plus complexes, même de décortiquer nos propres émotions, nos propres réactions. J'ai rarement vu des personnes aussi lucides sur leur propre fonctionnement que des jeunes. Alors, je ne sais pas pourquoi jeunes, mais j'ai surtout rencontré ça chez vraiment des jeunes adultes autistes. Mais une froideur et une lucidité de regard sur leur propre fonctionnement, mais à faire vraiment froid dans le dos. Ou un jeune de 21 ans qui me dit «Ah, mais je sais que j'utilise les gens pour acquérir les connaissances qu'il me faut, pas par plaisir, hein, j'aime pas faire ça, mais je sais qu'à un moment donné, quand j'aurai tout retiré de la personne, elle va arrêter d'être intéressante pour moi et je vais avoir envie de passer à quelqu'un d'autre». J'ai regardé, je l'ai écouté, je l'ai regardé avec une admiration d'un côté, parce que c'est effectivement une lucidité sur son fonctionnement, une lucidité intellectuelle sur son fonctionnement, et pour autant une impossibilité à le changer, ou en tout cas une impossibilité perçue à le changer. Parce que ce comportement-là le faisait souffrir visiblement, il n'arrivait pas à se faire des amis, et je pense qu'il exprime une réalité qui est vraie pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, il y a cette capacité à intellectualiser, à expliquer, à comprendre, à même se projeter parfois dans certaines situations, mais qui reste au niveau du mental. Euh, et ce midi, quelqu'un disait il ne suffit pas de savoir avec la tête. Alors, je ne sais plus comment c'était formulé, mais c'est exactement ça. Quand on ne sait qu'avec la tête, on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'au bout. Il y a une phrase en anglais qui dit savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Je sais qu'il faut que je fasse du sport, mais si je ne le fais pas, ça veut dire que je ne le sais pas vraiment. Alors, quelle partie de moi ne le sait pas? Celle qui sait, c'est visiblement la volonté, le moral, le mental. Mais là où je ne le sais pas, c'est que visiblement, ce n'est pas suffisamment puissant dans mes tripes pour me pousser à l'action. Ce n'est pas suffisamment impactant émotionnellement euh, pour que, par exemple, je déprime à l'idée de ne pas faire le sport, si on parle de sport, par exemple. Même parfois, vraiment, je déprime à l'idée de ne pas le faire. Là, ça vaudrait surtout pour le chocolat ou la nourriture, par exemple. Si je me dis: «Tiens, il faudrait que je fasse un régime», mais à l'idée du régime, ça y est, c'est la déprime, j'ai envie je me mets en colère, j'ai envie de pleurer et cetera. C'est que cette connaissance, ce savoir n'a pas encore pénétré dans mon subconscient, dans mon inconscient, et pour l'instant, ça reste uniquement au niveau du conscient. Alors, pour moi, c'est une façon, ce paradoxe de je sais, mais je ne connais pas jusqu'au bout, c'est une façon d'introduire cette notion. Alors, je ne suis pas psychologue, d'accord? Je ne rivalise pas ni avec les psychologues, ni avec les psychiatres, ni avec une quelconque profession psy diplômante. Pour moi, c'est d'autres types de formations que j'ai fait, c'est mon expérience, c'est des discussions, c'est le coaching, où pour le coup je suis formée. On sait très, très bien en fait que savoir avec la tête ne suffit pas.
Et je vais utiliser les mots de conscient, subconscient, inconscient d'une manière, elle n'est pas arbitraire parce que pour moi elle est pleine de sens, mais encore une fois, je ne prétends pas que ça soit la définition ultime de ces termes-là. Donc vraiment à prendre avec des pincettes. Pour moi, ce qu'on sait avec le mental, c'est de l'ordre du conscient. Je sais qu'il faut que je fasse un régime. Je sais qu'il faut que je fasse du sport. Je sais qu'il faut que que j'arrête de manger du chocolat. Je sais que quand telle émotion pointe son nez dans ma vie, il faut surtout que j'arrête euh, de répondre sur le moment et que je prenne du recul. Mais au moment où ça arrive, bah, je suis incapable de le faire. Et donc, quelque part, ce savoir conscient n'est pas encore passé dans le subconscient. Et en fait, ce qu'on appelle dans mon cercle à moi et dans mon discours à moi, ce qu'on appelle le subconscient, pour le coup, c'est tous les réflexes acquis, mais qu'on fait, qu'on fait sans réfléchir. Euh, et c'est différent de l'inconscient dans le sens où l'inconscient c'est encore plus fort dans ces définitions-là, où là on passe quasiment à la mémoire de l'espèce, quoi. Un bébé nageur, comment est-ce qu'il sait nager? C'est inconscient. C'est pas encore subconscient parce que son subconscient n'est pas très développé. C'est inconscient. Comment est-ce qu'une mère soulève le poids d'une bagnole pour sauver son enfant? C'est aussi dans l'inconscient. Le subconscient, c'est un petit peu moins puissant, mais c'est quand même plus puissant que le conscient, puisque quand on a réussi à savoir les choses dans le subconscient, ça atteint le niveau des émotions et ça peut plus facilement nous aider à agir euh, que si c'est juste conscient. Voilà, donc en fait, ce paradoxe de je sais mais je ne fais pas, pour moi, il permettait d'introduire cette notion-là et de répondre à une question qui me revient très très souvent, qui est de ouais, mais si je sais, pourquoi je ne fais pas? Et parfois, on nous pose cette question et nous, on est démunis en fait. On dit oui, mais si tu sais, pourquoi tu fais pas? Et on ne sait pas répondre. Et on est un petit peu démunis, on se dit mais oui, c'est vrai, il a raison, on se sent nul. Et là, voilà, c'était vraiment une façon pour moi d'expliquer, il n'y a pas de quoi se sentir nul, parce que c'est des niveaux de notre esprit qui sont différents, qui ne fonctionnent pas de la même manière et qui ne sont pas du tout au même niveau. Et c'est important de travailler sur l'alignement des deux, parce que euh, si je veux consciemment ce dont mon corps a besoin vraiment dans le subconscient et dans l'inconscient, bah en fait j'ai beaucoup moins de conflits intérieurs. Si je sais qu'il faut que j'arrête de manger du chocolat et que je fais tout sans effort pour le faire, parce que même au niveau subconscient, je sais que c'est bon pour moi, il y a beaucoup moins de conflits, il y a moins d'émotions négatives à l'idée d'arrêter de manger ça, etc. Il y a pas mal de méthodes, de techniques qui travaillent dessus. Il y en a vraiment pléthore. C'est tout ce qui est hypnose, tout ce qui est sophro, tout ce qui est EFT pour ceux qui connaissent. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on va avoir un webinaire sur les méthodes un petit peu plus tard. J'en reparlerai bien évidemment de tout ça. Mais à l'heure actuelle, c'était surtout cette notion de si tu sais, mais tu n'arrives pas à faire, c'est pas que tu es nul ou c'est pas que l'autre est nul, heu, c'est qu'il y a un niveau de connaissance intérieure qui manque et se forcer, chercher à culpabiliser l'autre ou à se culpabiliser n'est jamais la bonne solution pour ce genre de cas de figure. Je pense par exemple en entreprise, un neuroatypique qui sait ce qu'il faut faire, mais qui ne le fait pas, qui n'arrive pas à se résoudre à faire quelque chose comme il faut, entre guillemets, et que ses managers punissent pour ne pas arriver à le faire, la punition ne sera pas constructive. Éventuellement une explication, éventuellement une aide à la compréhension de son propre mécanisme. C'est pour ça qu'on parle de coaching, de job coaching, d'accompagnement, parce que c'est important de comprendre ces mécanismes-là en soi et de commencer à apprendre à les apprivoiser. Donc voilà, la punition, le jugement, la culpabilisation,
avec nos enfants, c'est pareil, bien évidemment, ne sont pas la bonne solution. Ils ne vont pas miraculeusement faire pénétrer cette connaissance dans notre subconscient. Le pire que ça puisse faire, enfin le plus que ça puisse faire, c'est d'installer une voix extrêmement critique et très jugeante du persécuteur à l'intérieur de notre mental et ça va créer encore plus de conflits. Donc vraiment, voilà, c'était vraiment le cœur du message que je voulais faire passer à propos de ça. Et du coup, le troisième aspect dont j'ai parlé dans le petit texte d'intro sur la page d'inscription, c'est un petit peu mystérieux comme formulation. J'avais parlé de pouvoir contre force. Alors c'est le titre d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui parle notamment de kinésiologie, qui a été écrit par un psychiatre américain, qui s'appelle Pouvoir contre force. Très très avancé le bouquin. Donc quand je dis très avancé, c'est dans le sens où c'est pas un simple bouquin de développement personnel que n'importe qui peut avaler facilement. C'est pas intellectuellement extraordinaire dans le sens où il n'est pas question d'avoir des connaissances. Il faut juste avoir une très grande ouverture pour moi. C'est surtout ça que je veux dire par avancer. Donc, dans ce livre, il explique la différence entre le pouvoir et la force. Et alors, peu importe lequel est lequel, pouvoir, force, je pourrais être complètement honnête, j'ai oublié qu'est-ce qu'il appelle pouvoir, qu'est-ce qu'il appelle force. En tout cas, il fait une distinction entre, on va dire, voilà, la convention, ça va être le pouvoir, c'est le pouvoir de l'esprit de volonté que je vais exercer sur moi-même pour me forcer à faire les choses, pour forcer l'énergie en moi, même si je n'en ai pas, mais je vais tout puiser, je vais tout puiser jusqu'au bout de mes forces, jusqu'à épuisement, pour me forcer à faire quelque chose. Par exemple, je sais que ma mère était très comme ça, c'était une femme de volonté et elle se forçait à faire énormément de trucs. Le résultat était très bon, très souvent pour elle, mais pour beaucoup de neuroatypiques, je pense, le bon résultat ne va pas durer parce qu'on s'épuise littéralement, en fait. C'est vraiment quand on se force pour aller au boulot, par exemple, quand on se force pour aller au sport, quand on se force pour tenir un régime, quand on se force pour vivre dans certaines circonstances, etc. On trouve l'énergie, mais c'est quelque chose de pas naturel. On a besoin de faire le plein. C'est souvent là qu'on commence à compenser par d'autres choses, d'autres activités, d'autres mécanismes, etc. Donc c'est un processus qui n'est pas naturel. C'est pas de l'énergie naturelle. L'opposé, donc l'autre pendant, c'est, imaginez-vous dans votre activité pour laquelle vous êtes le plus passionné. Par exemple, pour moi, ça va être faire une conférence sur la neurodiversité ou faire ce que je suis en train de faire maintenant ou c'est quelque chose qui est capable de me redonner de l'énergie même si je suis au fond du trou. Et c'est pas une fois que c'est arrivé, pas deux, mais bien évidemment bien souvent pardon, quand je n'avais pas le moral et que je devais faire une conférence, au bout de 2 minutes sur l'estrade, c'était terminé quoi. J'étais en train de voler, je planais tellement c'est mon truc. Pour d'autres, ça va être la programmation, la cuisine, le jardinage, peu importe. C'est cette énergie qui est à l'intérieur de nous, qui est inépuisable et qui nous permet de faire les choses comme si on avait un moteur inépuisable, infini à l'intérieur de nous. On a tous connu ça. On a tous connu des états où d'une seconde à l'autre, on passe de l'épuisement à une énergie folle ou l'inverse, suivant ce sur quoi on focalise notre attention. C'est très, très important, cet aspect de sur quoi est-ce que je focalise mon attention. Et je vous inviterai vraiment volontiers à vous observer
et à observer dans quel cas vous sentez que vous vous forcez et dans quels autres cas vous sentez que vous êtes dans votre flow et vous faites très naturellement les choses. Puisque finalement, ce moteur inépuisable, il est possible de l'utiliser pour d'autres choses dans notre vie que juste notre passion. Et attention, ici, je ne veux pas dire, tiens, on va trouver la manière de l'utiliser pour se forcer à faire des trucs qu'on déteste. Alors, surtout pas. Ce que je veux dire simplement, c'est que cette distinction, elle est importante à l'intérieur de soi, elle est importante à comprendre, à apprivoiser, ne serait-ce que pour distinguer les moments où on se force pour éviter de courir vers l'épuisement. Parce que le burn-out, c'est quoi? C'est quand on s'est trop forcé et puis au bout d'un moment, la batterie est cramée, littéralement cramée, on ne peut plus rien faire. Et c'est pas juste de la fatigue dont on peut récupérer en quelques bonnes nuits de sommeil. C'est une vraie, enfin la batterie, elle est vraiment cramée, quoi. Elle est pas juste déchargée. Et ça, c'est quand on se force, on se force, on se force beaucoup trop. Donc, il ne s'agit pas de trouver ce moteur perpétuel pour se forcer à faire des trucs, enfin pour trouver un moyen de faire des trucs qu'on déteste. Il s'agit encore une fois d'arriver à un meilleur niveau de connaissance de soi-même, de son propre fonctionnement. Dans quel moment je me force, dans quel moment je me sens complètement dans le flow. Et aussi, est-ce que en changeant un regard sur la situation, un aspect, deux aspects, trois aspects de la situation, est-ce que mon niveau d'énergie ne change pas? Ou est-ce que je suis capable de trouver des ressources en moi, ne serait-ce que pour tenir un petit peu plus et quand je dis tenir un petit peu plus, encore une fois, vraiment avec des pincettes, c'est Eckhart Tolle qui dit, en fait, si vous avez une, situation qui ne vous plaît pas, vous avez 3 solutions possibles. Une solution, c'est de fuir la situation. Bien évidemment, on laisse, la situation derrière soi. On n'en a pas toujours la possibilité. Donc si on n'en a pas la possibilité, est-ce qu'on est capable de trouver de l'intérêt dans la situation? Donc ça, c'est une façon de faire. Par exemple, quelque chose qu'on ne peut pas changer, comme là, par exemple, le confinement, on ne peut pas le changer. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On ne peut pas arrêter ça, on ne peut pas fuir cette situation-là. Donc, les choix qui nous restent, c'est soit je change quelque chose dans ma façon extérieure de vivre cette situation, ou alors je peux aussi voir comment est-ce que je peux regarder intérieurement la situation d'une manière différente. Donc, il s'agit d'apporter un changement, soit intérieur, soit extérieur, pour arriver à mieux vivre cette situation-là. Et souvent, en fait, ça nous permet de trouver un peu plus de ressources et un peu plus d'énergie. Là, l'exemple du confinement est bon puisque, finalement, il ne durera pas au-delà d'un certain moment. Donc aujourd'hui, j'encourage tout le monde et moi-même en premier, bien évidemment, à trouver des façons de changer mon quotidien et à changer mon regard sur ce quotidien pour tenir cette situation que je n'aime pas particulièrement, sachant que je n'aurai pas non plus à la tenir ad vitam aeternam. Si on doit utiliser ce mécanisme pour se forcer à tenir une situation juste par peur de l'abandonner, là, c'est autre chose. Il ne s'agit pas de ça. C'est vraiment autre chose. Donc ce pouvoir contre-force, ce n'est pas tellement un paradoxe, c'est juste une grosse, différence intérieure entre les sources d'énergie. Pour revenir à ces histoires de conscient-subconscient, si j'utilise le pouvoir de mon mental pour me forcer à faire les choses, ça reste au niveau conscient, ça reste au niveau mental, ça ne durera pas. Si j'utilise le pouvoir de mon subconscient, ça veut dire que je vais chercher des motivations plus profondes à l'intérieur de moi pour faire certaines choses. C'est différent, ça peut m'aider à tenir plus longtemps, je peux plus facilement apprendre des choses de la situation, je peux en tirer plus de bénéfices et je peux probablement même mieux aider d'autres personnes
avec les leçons que moi j'aurais apprises et avec les nouveaux acquis. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des expériences à partager par rapport à ce que je viens de raconter? Et en attendant que vous écriviez, je l'espère, j'en profite aussi pour redemander, bah, surtout à celles, je crois, et probablement ceux cachés qui n'étaient pas là ce midi, si vous voulez partager votre façon de vivre ce confinement, surtout n'hésitez pas à l'écrire dans le chat aussi. Et également, si vous avez des propositions de sujets à aborder dans les prochains webinaires qu'on va lancer en plus de cela, ben, n'hésitez pas aussi, ce serait vraiment avec plaisir qu'on vous aidera à faire passer à répondre à certaines questions et à faire passer certains messages. Alors, est-ce que pour l'instant, je ne vois rien dans le chat. J'ai eu le même souci maintenant que tout à l'heure. Du coup, je ne vois plus rien dans le chat. Je suis désolée pour la petite coupure. Est-ce que du coup, j'espère que si jamais vous aviez écrit quelque chose et posté, juste merci. Merci, Caro. D'autres, si vous aviez écrit des choses que du coup je ne vois pas, n'hésitez pas à les recopier et coller. Et désolée encore de la coupure. La suradaptation, une pratique, mais aussi un goût de déployer sa capacité de s'adapter à la complexité. Alors oui, pour moi c'est vraiment une fine ligne. Je pense, si je me trompe pas, François Noël, le mot-clé dans ta phrase, c'est le goût. Euh, Pourquoi je dis ça? Je m'explique. Euh, le goût de déployer sa capacité de s'adapter à la complexité. Effectivement, le burn-out, par exemple, euh, survient souvent pour les personnes qui auraient, si on leur demandait de ralentir avant le burn-out, elles auraient du mal à ralentir parce qu'il y a un goût à procéder de la manière dont elles procèdent. Il y a vraiment un besoin de. Alors, c'est Jeanne Fachin qui explique ça avec l'image de la boule à facettes qui est creuse à l'intérieur et qui reflète, qui a besoin de refléter par ses multiples mosaïques bah, tout ce qu'il y a à l'extérieur. Bon, le côté creux à l'intérieur, je ne suis pas du tout d'accord, mais le côté besoin de reconnaissance extérieure, oui. Et c'est pour ça que j'ai tilté sur le mot goût, François Noël, puisque effectivement, quand on se suradapte, c'est que ça répond à un besoin. La suradaptation n'est pas la meilleure réponse à ce besoin, c'est une stratégie, mais c'est probablement une des meilleures stratégies qu'on ait réussi à trouver à ce stade-là. Et, euh, et juste s'arrêter net ne serait probablement pas une bonne solution pour la personne parce qu'elle risque de déprimer. Ça se passe avec, par exemple, certaines personnes qui partent à la retraite ou en arrêt maladie, ou voilà, d'un seul coup tout s'arrête et on se dit mais merde, je sers à quoi? Alors qu'en fait avant on sentait qu'on était en train de s'épuiser. Donc c'est aussi un bon point de vigilance à avoir, et merci François Noël du coup pour ta remarque. Euh, Si on sent qu'on se suradapte, qu'on se surépuise
mais qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Une bonne question à se poser, c'est: «Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'arrêter? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui a besoin que ça continue?» Alors Aurélie, juste merci, c'est très instructif et ça éclaire pas mal de choses. Merci beaucoup, j'en suis ravie. Les choses que j'ai expliquées effectivement, moi, elles m'ont éclairé énormément d'aspects de mon fonctionnement donc je suis ravie que les partager à mon tour aide. Alors Nada, c'est intéressant et ça fait penser à une remarque de ma maîtresse d'école quand j'étais enfant, qui disait lors de réunions parents-prof que j'étais comme une grande armoire, mais dont la porte était fermée. Merci de me faire penser à ça, vos mots me parlent beaucoup. Alors je ne suis pas sûre de comprendre l'histoire de la grande armoire. Grande armoire, plein de belles choses, j'imagine, mais dont la porte est fermée. Voilà, bien pleine, hein, pardon, oublié des mots justes. Oui, c'est ça, ouais, d'accord, OK. Effectivement, bien pleine, mais avec une porte fermée, oui. Oui, oui, par rapport au monde intérieur-extérieur, euh, qu'on on n'arrive pas forcément à le partager. Et je ne sais pas vous, mais moi, c'est vrai qu'en cette période de confinement, bah, je sens des moments où je me replie sur moi et où j'ai du mal, en fait, à accueillir l'autre, les autres. C'est, inconsciemment et subconsciemment, il y a une tendance à aller chercher un refuge dans mon monde intérieur. Actuellement, je constate que ce n'est pas toujours bénéfique et que, en fait, la façon dont je l'avais fait par le passé m'isole plus que m'aide et hem et je n'ai pas envie en ce moment de rajouter à cet isolement. Donc à l'isolement déjà présent. Donc ça, c'est un autre aspect de cette, partie, monde intérieur, monde extérieur où en réalité, on est nombreux en fait à tellement se réfugier dans notre monde intérieur que vraiment on s'enferme, à force de ne laisser passer personne dedans, hem, on c'est comme si on interdisait l'accès et si c'est quelqu'un de proche, bah, ça peut couper la communication au moins par moment et c'est vrai que, bon, c'est pas forcément la meilleure chose, hem, je pense qu'on peut le faire différemment. On n'est pas forcément, on n'est pas forcément obligé de tout ouvrir, d'ouvrir les portes de notre grande armoire. Mais on peut aussi le faire différemment, on peut le faire intelligemment, on peut prévenir, on peut expliquer à l'autre, aux autres que: «Écoute, là, j'ai besoin de passer un petit peu de temps dans mon monde à moi», et je le dis, hem, c'est même presque plus à moi parce qu'aucun d'entre vous n'a fait cette remarque-là. Mais du coup, j'en profite pour vous expliquer aussi comment je vis les choses, actuellement. Effectivement, en expliquant, tout passe mieux, en discutant, tout passe mieux et juste s'enfermer, ça peut être un mécanisme subconscient, mais je pense on gagnerait à être très conscient de ces mécanismes-là. Alors, François Noël qui dit: «La grande armoire de Nada me fait penser à la marmite qui sent bon, mais dont on ne voit pas par où s'en saisir». Bah oui, 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 c'est très, très juste. Hem, je ne sais pas vous, mais j'ai plusieurs fois eu l'expérience alors surtout dans des relations amoureuses, des personnes qui sont attirées par quelque chose, un côté insaisissable au début, un côté qui leur plaît et puis finalement, au bout d'un moment se disent: «Bah ouais, mais en fait on sait pas par où t'approcher quoi». Et donc c'est ouais, c'est très juste. Alors Élise, merci pour ces éléments. Jusqu'à présent, je ne raisonnais pas selon la dualité conscient et subconscient, mais plutôt dualité mental-cœur. Mais c'est peut-être pas parlant pour d'autres. Merci pour cette autre façon de voir les choses. Oui, mental-cœur, quelque part, c'est un petit peu la même chose. Je pense, en tout cas, ça se rejoint. Pourquoi je préfère conscient-subconscient? Parce que ça reste plus, heu
Pour moi, hein, les mots ne sont que des contenants, on y met le contenu qu'on veut. Pour moi, conscient, subconscient, ça reste plus terre à terre et du coup, peut-être plus détaché, hem et cette manière plus détachée d'expliquer les choses me sert parce que je me dis: «Si j'explique par mental cœur, bah, il y a presque, hem, une connotation positive avec le cœur qu'on n'a pas avec, le mental, et voilà. Il y a des notions qui sont associées à ça, hem, qui peuvent prêter à interprétation après et que moi je n'ai pas personnellement avec conscient, subconscient. Et aussi parce qu'on oppose souvent: «Est-ce que je suis ma tête ou est-ce que je suis mon cœur?» Et en fait, il n'y a pas à opposer. Là où c'est toujours le plus efficace, c'est quand les 2 agissent ensemble, quand les 2 sont alignés et c'est pour ça que je préfère, mais encore une fois, c'est vraiment juste personnel. La formulation conscient-subconscient, moi, me parle plus. Parce que, vous voyez Élise, vous dites, la dualité mental-cœur. Ce mot dualité, pour moi, c'est vraiment, bah, l'explication de ce que je viens de dire. Il n'y a pas forcément de dualité à avoir. Il y a parfois une dualité quand les 2 ne sont pas en harmonie. Oui, on a, 2 explications, 2 réactions, 2 façons de penser, 2 façons de faire, selon qu'on fasse appel au cœur ou à la raison. Hem, mais encore une fois et j'insiste, là où c'est toujours le plus efficace, c'est quand ils sont en harmonie, quand ils sont alignés. Parce qu'on parlait de la CNV, ce midi, la communication non violente, qui est basée sur la conscience de nos besoins et après il y a toute une méthode qui a été développée à partir de là. Si je suis consciente de mes besoins et ce que je désire consciemment répondra vraiment à mes besoins, profonds, bah, en fait, j'aurai plus de problème, quoi et un exemple que donne, mon mentor à moi, il dit: «En général, si par exemple, je suis hyper bien dans mon lit, bien au chaud, même me lever pour aller prendre un truc à grignoter, bah, j'irai pas parce que, c'est la motivation n'est pas assez grande, parce que finalement je suis très, très bien au chaud et que j'ai pas envie de sortir de sous la couette. En revanche, si j'ai envie de faire pipi, au bout d'un moment, je me lève. Je trouve toute l'énergie qu'il faudra, il y aura pas de problème. Dans ce moment-là, mon désir conscient de me lever va être aligné avec le besoin physiologique de passer aux toilettes. Hem Et je le ferai. Je trouverai l'énergie. On trouve toujours l'énergie de faire pipi, même quand on est malade. Hem, on Ça, c'est un bon exemple de quand, en fait, on prend la décision de faire quelque chose qui répondra à un vrai besoin. Et c'est un exemple qui est peut-être rigolo, mais finalement qui est dont on peut beaucoup apprendre parce que, c'est vraiment la situation typique où on trouvera toujours l'énergie, enfin toujours, sauf cas extrême bien sûr, mais on trouvera toujours l'énergie de faire l'action nécessaire pour répondre à notre vrai besoin. Et si on avait la possibilité pas la possibilité, mais la conscience, la présence d'esprit et l'harmonie intérieure nécessaire pour être conscient de tous nos besoins et prendre les bons choix et les bonnes décisions pour y répondre, bah, en fait, notre vie serait plus facile. Et là, pour le coup, bon là, c'est pas le cœur, c'est plutôt la vessie, mais on parle d'ailleurs, d'un troisième aspect qui est celui des tripes. Il y a le mental, il y a le cœur, donc plutôt l'aspect un peu émotif et cetera et il y a les tripes qui est vraiment, allez, quand ça nous prend aux tripes, il y a même pas nécessairement d'émotion, en fait. La décision se prend toute seule, c'est automatique, c'est puissant, c'est incontournable et ça, c'est le corps qui parle, c'est le corps qui prend la décision. Donc quand ces 3 aspects sont alignés finalement, le mental, les émotions et le corps,
c'est surpuissant en fait. On devient vraiment on a une puissance d'action qui est extraordinaire. Hem, voilà, c'est un petit, plus que je voulais rajouter, puisque effectivement pour moi mental, cœur, à la limite qui serait, pour moi une autre façon factuelle d'exprimer, mental, émotion, corps. Hem, alors François Noël, tu dis: «C'est l'envie». Bah, enfin oui, je veux bien, heu, admettre, à 1000 que pour toi, c'est l'envie. Moi, quand je parle d'envie, c'est pour ça que je dis toujours les mots, c'est des contenants, et ce qu'on met derrière, en fait, c'est pas forcément la même chose d'une personne à l'autre. Pour moi, l'envie, c'est bah, ouais, j'ai envie, quoi. Ouais et alors? Tu vois? Hem, envie de faire pipi, ouais, ça, c'est autre chose. Envie, là, d'aller me lever Heu, prendre un morceau de chocolat, non, j'ai pas assez envie, en fait. Mais effectivement, j'entends totalement que pour toi, le mot envie puisse avoir cette puissance de signification. Hem, j'en profite, encore une fois pour, rappeler que enfin, pour moi, cette histoire de notion, puisqu'on en parle, pas mal aujourd'hui. Hem, beaucoup de conflits pourraient être évités si on se mettait d'accord sur ce qu'on veut dire par chaque terme. Au lieu de se battre pour dire: «Non, le respect c'est ci, non, le respect c'est ça». Combien de fois en fait, dans les accompagnements d'équipes qui sont en train d'intégrer une personne autiste, on leur dit, «Oui, mais ça tu peux pas le faire, en open space par exemple, c'est une question de respect». Ouais, mais peut-être que pour la personne, le mot respect est trop flou, qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire. Donc hem Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Alors, cette combinaison tête, cœur, corps, oui. Le bonhomme, oui, tout à fait, le petit bonhomme avec, hem, les 3 aspects, cerveau, cœur, tripes, le corps. Oui, tout est dans le corps, tout à fait. Tout est dans le corps, c'est les 3 aspects du corps finalement, hein, tu as tout à fait raison. Hem c'est pour ça aussi que je pense que c'est pas mal de rajouter d'autres aspects un peu moins tangibles aux explications, comme le mental, parce que personne n'a jamais pris la photo d'une pensée, pas à ma connaissance. Alors on peut, enregistrer l'activité cérébrale qui est d'un cerveau qui réfléchit, oui, mais une pensée en elle-même, bon, c'est pas franchement visible. Pour le cœur, les émotions et pour les tripes, ça peut être une motivation, profonde, intrinsèque, viscérale, qui engage beaucoup plus de notre être que, que les émotions ou que la pensée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres, remarques, d'autres commentaires ou partages d'expériences? Pardon, du coup, pas passé dans le bon circuit. Tout va bien, je ne vais pas m'étouffer. Bon, écoutez, alors du coup, s'il n'y a pas d'autres questions maintenant, parce que je vois que le chat, ne répond pas pour l'instant, je vous propose qu'on s'arrête là. Le replay, sera en ligne dans 5 minutes. Alors pour, info, en fait, j'ai enfin compris comment marche l'outil. J'étais persuadée qu'il fallait attendre 24 heures pour les replays, mais en fait pas du tout. Ils sont disponibles, quasiment tout de suite, dès que je sors du live. Donc je mets tous les replays
sur la page que je vais vous mettre, dans le chat dans 2 secondes. En fait, vous avez donc ipipine.com/événements au pluriel et une fois sur, événements, vous avez en premier, vous avez déjà les webinaires d'introduction, accès au replay et un petit peu plus bas, vous avez webinaire pratique, webinaire inspirant et en cliquant sur webinaire pratique, lister inscription ou pareil pour les webinaires inspirants, je remplace le lien d'inscription par, le lien vers le replay, dès que le replay est disponible. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'attendre que je le poste, vous pouvez directement y aller. Là, je vais, dès qu'on raccroche, je vais le mettre, en ligne, dans 5 minutes. Y a-t-il des modèles culturels oui, on en profite, il nous reste quelques minutes. Y a-t-il des modèles culturels qui valorisent l'atypicité mieux que d'autres? À ma connaissance, François Noël, en fait, c'est pas qu'il valorise mieux l'atypicité, c'est qu'il l'intègre naturellement d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire: «Ah, tu es atypique, génial, viens», parce que je pense que le mental humain, le cerveau même humain, ce qu'il trouve nouveau, différent, bizarre, il va le c'est notre cerveau reptilien qui réagit comme ça, en tout cas, pour le coup dans l'inconscient. Hem, il y a une réaction d'incompréhension, probablement de rejet, de jugement et cetera. Maintenant, il y a des cultures où c'est un peu plus normal de, d'agir différemment, d'avoir une pluralité de comportements, plus grande. Dans les pays de l'Europe du Nord, à ma connaissance, hem, le renseignement, même pour les enfants, est différent et du coup, chaque enfant a plus la possibilité de se développer à sa façon, à son rythme et donc c'est plus naturellement respecté qu'on agisse à notre façon et à notre avec notre rythme. Est-ce qu'ils appellent ça la typicité? Je n'en suis pas sûre. Dans ces mêmes pays, il existe quand même des entreprises qui, travaillent sur l'intégration de personnes autistes. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de ça. Est-ce que, en fait, d'après ce que j'ai constaté aussi et même par exemple le Canada, je suis allée un petit peu explorer, il y a 1 an et demi. Finalement, pour les enfants, ça se passe très bien. Pour les adultes autistes, dans l'emploi, c'est pas encore ça. À partir du moment dans mon expérience, dans ce que j'ai constaté, à partir du moment où il y a une, reconnaissance d'une différence, les actions pour l'inclusion de ces différences vont automatiquement être un petit peu biaisées. Pas nécessairement d'une manière négative, discriminatrice ni rien, mais si j'ai besoin vous savez, c'est comme cette histoire, de la sécheresse et puis on dit: «Je veux la pluie, je veux la pluie», mais si tu dis: «Je veux la pluie», ça veut dire que tu admets qu'elle n'est pas là. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on est amené à entreprendre des actions pour inclure la différence, ça veut dire quelque part que, on avoue qu'elle est exclue et elle est exclue ou en tout cas pas suffisamment bien inclue. Donc dans ce sens-là, je ne suis pas sûre qu'il existe des pays où c'est juste, «Ah tiens, tu es différent, c'est génial, viens», c'est plus, moi ce que j'ai constaté, c'est que c'est plus un niveau individuel. Il y a des personnes qui ont une soif d'apprendre, de la part des autres personnes qui sont différentes et ça, c'est top, c'est une preuve d'une grande ouverture d'esprit. À l'échelle culturelle, sociétale, je suis moins sûre, en fait. Je suis moins sûre. Je ne suis pas forcément convaincue qu'il y ait des pays où ça se passe à merveille. Voilà, c'est juste mon avis, hem, c'est juste mon avis, mais voilà.
J'espère avoir répondu à vos questions. Donc, un peu trop parlé aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Du coup, un grand merci encore une fois à tous ceux qui étaient présents. Encore une fois, je vais mettre le replay, en ligne dans 3 minutes. Merci pour votre écoute, merci pour vos participations. Matriarcat, patriarcat. Je ne suis pas certaine en fait que ça apporte une différence fondamentale sur la gestion de la différence. Peut-être que je ne connais pas assez et j'ai pas envie de me prononcer. Peut-être que tout simplement je ne m'y connais pas assez dans ces notions-là, sincèrement. Alors, je pense à certains pays comme l'Israël par exemple, qui systématisent la détection des HP dès l'enfance. Est-ce en ce sens que ça a un lien avec la capacité d'innovation? Peut-être. C'est possible, j'ai pas assez étudié ça. Alors ils font pareil pour l'autisme apparemment, en Israël, être autiste Asperger, c'est un truc énorme. Bon, là, j'entends les parents d'autistes qui ne sont pas Asperger dire: «Ouais, mais bon, l'autisme, c'est pas que Asperger» et ils auront raison de le dire. Alors effectivement, c'est mieux que rien, mais bon, est-ce que c'est vraiment inclusif de tout? Peut-être que ça a un lien avec la capacité d'innovation. Est-ce que c'est une preuve que le pays, la culture et cette société-là inclut d'une manière saine toutes les formes de différence? Je ne suis pas sûre. Et pour moi, en fait, la vraie inclusion, c'est ça. C'est pas juste je choisis ce que je veux bien inclure parce que ça m'arrange. C'est j'inclus la différence parce que c'est la chose la plus naturelle au monde, en fait. C'est pour ça que je mets tous ces bémols. Je dis pas que c'est mal, hein, au contraire, je pense que c'est très très bien et c'est probablement à l'échelle de l'humanité, c'est ce dont on a besoin pour progresser. C'est une étape. Mais et c'est très très bien. Je salue ces efforts-là. Voilà. C'est est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Et est-ce que c'est une preuve, encore une fois, que le traitement de la typicité est vraiment Heu, mieux, je sais pas non plus. Alors matrilinéarité, alors tu vois François Noël, là tu m'as un petit peu perdue. Je n'y connais rien donc voilà, je vais pas me prononcer là-dessus, mais je vais me renseigner par contre parce que merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.